Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. C'est une semaine exceptionnelle que nous allons vivre avec vous, Alain, parce que c'est la dernière semaine de ce Face à Duhamel qui est devenu un rendez-vous incontournable, bien sûr sur BFM TV, mais particulièrement dans BFM Story. François Bayrou sera face à vous jeudi, le Premier ministre. Mais nous commençons ce soir avec Manuel Valls, ministre d'État chargé des Outre-mer. On va bien sûr faire le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, la situation politique. François Bayrou, demain, nouvelle motion de censure. Mais quand même, un mot, Alain, pour commencer sur cette nouvelle canicule que la France connaît depuis ce week-end, qui va se prolonger au moins jusqu'à mercredi. Est-on prêt, en fait ? Écoutez, je trouve que dans les circonstances de ce genre, qu'il s'agisse d'incendies, d'orages anormaux, de canicules, les services publics font remarquablement bien leur travail. Autant en période, j'allais dire, normale, routinière, ils sont assommants de lenteur et de papasserie, autant quand il s'agit réellement de difficultés et même de drames comme cela, je trouve qu'ils sont parfaits. Le gouvernement, on peut toujours dire dans ces cas-là que le gouvernement aurait pu se rappeler ce qui s'était passé sous Jean-Pierre Raffarin pour anticiper, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas, il y a 3 mois, dire qu'aujourd'hui, il y aurait cette température-là, évidemment. En revanche, là où j'en veux beaucoup au gouvernement, au pluriel, et au président, puisqu'il a laissé faire, il n'a pas beaucoup de moyens de l'empêcher, mais il a laissé faire, c'est que depuis, au fond, 3 ans, devant la crise économique, devant la crise budgétaire, qu'est-ce qui est sacrifié ? C'est l'écologie, donc la lutte contre le réchauffement. Pourtant, le quinquennat devait être écologique. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron au début, il l'a été. Je veux dire, au début, incontestablement, la France, comme elle l'était d'ailleurs sous François Hollande auparavant, avec, vous vous rappelez, Laurent Fabius, Ségolène Royal, etc., ils avaient posé des jalons. Par la suite, quand ça a été Emmanuel Macron, il a lancé des opérations et il y a eu des bonnes décisions. Mais depuis qu'on est entré en crise budgétaire aiguë, depuis ce temps-là, sur quoi est-ce qu'on coupe le plus ? Qu'est-ce qu'on sacrifie ? L'écologie, c'est-à-dire le réchauffement. Et de ce point de vue, je trouve que bon, il y a pour reprendre l'expression maintenant célèbre de Dahem Poli, l'ingénieur du chaos en matière de lutte contre le réchauffement, qui est évidemment Donald Trump, bien suivi par les soviétiques, j'allais dire les soviétiques, les éternels soviétiques. Oui. Bon, enfin, les écologistes, ils reculent électoralement aussi en Europe, en France notamment, pour les mesures européennes. Dans toute l'Europe, et c'est pour ça qu'il y a les ingénieurs du chaos, et puis nous, on est un peu les contremaîtres du chaos, ou les ouvriers du chaos, c'est-à-dire qu'on est moins caricaturaux, mais que sur quoi est-ce qu'on coupe ? Sur ce qui bâtit l'avenir. Ce qui veut dire que plus on coupe sur les crédits de l'écologie, et plus on aura des orages, des incendies, des réchauffements et des canicules. D'accord avec ça, Manuel Valls ? Oui, parce que ça devrait être pourtant une priorité, la lutte contre le réchauffement climatique. S'il y en avait qui doutaient, regardez ce qui se passe non seulement en France, mais partout en Europe. Mais vous avez bien fait les choses. Vous avez invité le ministre des Outre-mer, qui représente, qui s'occupe, qui suit les territoires, à part Saint-Pierre-et-Miquelon, où la chaleur est une réalité dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans les Caraïbes, en Guyane, et évidemment dans l'océan Indien. Nos compatriotes de ces territoires vivent de toute façon déjà non seulement avec la chaleur, mais aussi avec les effets du réchauffement climatique, les conséquences, les cyclones à répétition, les submersions, les traits de côte qui sont mis en cause, etc. Donc il faut non seulement une prise de conscience, mais de tout le monde. Mais l'écologie, c'est ce qu'on met de côté lorsqu'on se dit qu'il y a plusieurs gens, notamment une crise financière, une crise économique, de problèmes à régler. Trop souvent, hélas, mais il y a aussi une petite musique, nous l'avons vu ces derniers temps également en France, d'opposition de l'écologie avec l'agriculture, de mise en cause des fameuses ZFE qui sont mises en place par les villes. C'est peut-être pas la bonne méthode. Comme si c'était une mode. Non, alors on peut toujours faire les choses plus intelligemment, convaincre, faire preuve de pédagogie, tout ça est vrai. Mais nous voyons bien
que nous devons, dans nos manières de vivre, dans nos manières de construire les écoles, dans la manière d'utiliser l'eau, les éléments pour lutter contre la chaleur. C'était présenté tout à l'heure dans l'émission, la climatisation, ce que ça peut représenter aussi comme consommation d'électricité et comme pollution. Bref, sur tous ces sujets-là, il faut continuer à une mobilisation à un point incroyable. Quand vous interrogez les jeunes, c'est souvent avec la pollution, le plastique, c'est incontestablement leur premier sujet de préoccupation. Où va la planète? Donc ça doit être une mobilisation de tous les instants, parce que la planète et l'espèce humaine, sans vouloir faire peur, sont très directement concernées et mises en danger par ce réchauffement climatique. Un mot quand même sur la polémique sur les écoles. Alors certains maires ont fermé les écoles, les parents sont prévenus au dernier moment. Il ne fait pas forcément d'ailleurs moins chaud à la maison que dans une école. Oui. On a l'impression qu'on n'a pas adapté justement ces établissements publics qui accueillent des enfants au réchauffement climatique et aux vagues de chaleur. Parce qu'on a pris conscience de l'existence. C'est la responsabilité des collectivités locales. On a pris conscience de l'importance du réchauffement climatique. Les gens, et notamment les plus jeunes, effectivement, se sont bien mis en tête que c'était désormais un problème de plus en plus angoissant. Et c'est vrai que on fait avec le matériel et les bâtiments qu'on a et qu'on met très très longtemps à les adapter. Et donc, incontestablement, il y a des écoles qui sont totalement non seulement inefficaces, mais dangereuses dans certains cas, qu'il y a dans des EHPAD, vous vous rappelez les problèmes qu'il y a déjà eu. Alors il y a sûrement eu des progrès, des progrès, des surveillances, etc. Bien sûr, mais entre l'importance et la rapidité du phénomène, du réchauffement, d'une part, et d'autre part, les efforts qui sont faits pour en combattre les résultats, il y a une disproportion de moyens. Et le paradoxe, moi j'insiste là-dessus, c'est que cette disproportion de moyens, depuis qu'il y a en plus la crise budgétaire, la crise internationale et militaire, etc., qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie ce qui justement est fait pour combattre le réchauffement. Plus il y a le réchauffement, moins il y a de moyens pour le combattre. Et de ce point de vue, la décision de Trump est une catastrophe, réellement une catastrophe universelle, c'est une catastrophe mondiale. Parce que de se refuser, même à accepter l'idée qu'il y a ce réchauffement et qu'il faut en prendre les conséquences, évidemment, ça mène à des résultats épouvantables. Mais en France, on a intellectuellement mesuré le sujet, mais on n'en a pas du tout politiquement tirer les conséquences. Et on voit bien en ce moment l'extrême droite refuser l'existence même de l'écologie il y a encore Marine Le Pen avait un plan canicule, un plan clim. Oui, maintenant, mais reprenez ses propos il y a 5 ans, pour ne pas parler de ceux de son père. Bon, mais la droite classique, la droite qui participe au gouvernement, qui a 9 ministres, elle passe son temps à la régression. François Bayrou, il est vraiment écologiste. Et François Bayrou, je ne dirais pas que c'est un pionnier de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que par sa formation, son histoire personnelle, il est assez proche des agriculteurs, qui ne sont pas les meilleurs écologistes du monde, globalement. Il y a des cas où ils font des efforts, mais enfin, bon. Donc, je répète, plus le problème prend d'importance, compte tenu de l'environnement budgétaire et militaire, on n'en fait pas du tout assez. En tout cas, François Bayrou n'est pas le meilleur écolo ? Il est forcément écolo, puisqu'il est chef du gouvernement et que ça devrait être... Pourquoi forcément? Parce que c'est à la mode? Parce qu'on peut pas... Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas l'être. Non, parce que ça doit être... Est-ce que c'est une conviction profonde? Parce que c'est une priorité, parce que chacun d'entre nous doit être habité par cette conviction. Alors, aujourd'hui, il y a l'urgence de la canicule, et donc il faut vraiment que le couple préfet maire fonctionne bien, puisque tout le monde, j'ai été maire pendant plusieurs années, on a tiré les leçons de la fameuse canicule avec son cortège de morts en 2003. Donc il y a des plans adaptés, évidemment, notamment pour les nourrissons, pour les personnes âgées, pour les EHPAD, pour les équipements sportifs, c'était dit tout à l'heure. Mais ça doit être vraiment la priorité. Vous savez, dans ma mission de ministre des Outre-mer, j'ai aussi, on est en train de choisir celui qui va suivre ça, tout ce qui concerne les territoires dans le Grand Sud, ceux de l'Antarctique. Parce que la France a évidemment une responsabilité majeure dans l'Antarctique. C'est là où on voit les caractéristiques du changement climatique, avec la fonte des glaces, la raréfaction de la faune. Donc on a là une priorité. Donc si on ne se rend pas compte, alors que jusqu'à maintenant c'était dans le Grand Sud qu'on avait ces effets, que nous sommes très directement concernés dans le Nord, on a le sentiment souvent, vous savez, que
Quand les choses commencent à Paris, alors là, il faut véritablement s'en préoccuper. Non, c'est malheureusement les effets du réchauffement climatique, du changement, avec la perturbation du climat. C'est-à-dire, il peut faire très froid, il peut y avoir des pluies torrentielles, il peut y avoir de la neige là quand on s'y attend pas. Aujourd'hui, c'est la canicule. C'est une perturbation générale du climat qui nous oblige à agir. Et Alain Duhamel a parfaitement raison. Le fait que la première puissance du monde joue maintenant contre toutes les politiques qui ont été mises en place au cours de ces dernières années, qui ont été difficiles à obtenir. Nous avions encore un sommet des océans il y a quelques jours à Nice avec des résultats vraiment, et la France a joué son rôle avec le président de la République. Et il y avait un pays, non pas seulement Donald Trump, mais un pays qui n'y était pas. Les États-Unis d'Amérique. Et c'est particulièrement inquiétant. Et nous, comme ce que ne savent pas les Français, on a quand même le 2e espace maritime du monde. Hein, la France, elle est présente partout. Elle est présente avec les territoires et les espaces maritimes qui vont avec. On a une responsabilité spécifique. On a une responsabilité évidemment d'abord nationale et financièrement exsangue aujourd'hui. Et on a une responsabilité internationale où là souvent tout est à créer, à inventer. Et les moyens sont disproportionnés avec le problème, ça incontestablement. Alors on parlait de François Bayrou. Demain, il fait face à une nouvelle motion de censure. Mais bon, il n'y a pas de surprise, il va sauver sa peau. Il va si le Rassemblement national le veut bien. Mais le fait qu'il dépende du Rassemblement national, c'est quand même une situation qui n'était pas celle qu'il avait il y a encore quelques semaines. Et ça n'est pas la situation la plus confortable du monde. François Bayrou, il me fait, qui est loin d'être sans talent, mais il me fait penser à l'écrivain Sylvain Tesson quand il essayait d'escalader les murs de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que plus il s'accroche, plus il essaye de franchir des caps, et plus ça devient terriblement périlleux et même vertigineux. Bon, aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de majorité, mais la majorité est arithmétiquement impossible. Il n'y a pas de majorité possible aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et il y a une majorité au Sénat, mais une majorité qui a ses propres idées, qui ne sont pas du tout celles du gouvernement sur beaucoup de sujets. Il y a ce qu'on appelle un socle commun, c'est-à-dire, en gros, tous ceux qui ont une représentation au gouvernement. Ils sont de plus en plus divisés. Ils le sont à l'Assemblée quand ils daignent être là, ce qui quand même est assez rare pour des députés. Mais quand ils daignent être là, on voit bien que les divisions éclatent au grand jour, et à l'intérieur même du gouvernement. Alors, il y a le côté positif qui est, François Bayrou a dit que les principaux ministres, enfin que les ministres avaient le droit d'exprimer leurs sentiments personnels, etc. Non, mais c'est très bien. Ça permet à Manuel Valls de dire ce qu'il pense, ce qui, sous d'autres gouvernements, n'aurait pas été le cas, en dehors de ses attributions. Est-ce que c'est vraiment efficace Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est démocrate. Il y a aussi des couacs, hein. Bon, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est mieux que tout le monde au garde à vous, artificiellement. Oui. Artificiellement. Gérald Darmanin disait, là, maintenant, c'est Montessori. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut. Oui, d'ailleurs, il en profite largement. Oui, voilà. Ça même très très largement. Mais bon, si j'ose dire, cette minorité organique de ce gouvernement se passe quand ? Ça se passe au moment où on a le dérèglement climatique, où on a la crise budgétaire qu'on continue à sous-estimer. Si le budget est rejeté en octobre, on ne coupera pas à une crise financière. Et en dehors du gouvernement même, on voit que chacun part de son côté en pensant déjà à l'élection présidentielle. Bon, tout ça se passe en pleine crise financière et en pleine crise internationale. Là, on parle beaucoup, c'est normal, d'écologie, de réchauffement. Mais pendant ce temps-là, les Russes continuent à avancer en Ukraine. Et on n'est pas sûr que les sites nucléaires en Iran aient été détruits aussi. Et absolument. Voilà. Mais autrement dit, entre notre situation politique et la situation objective, je suis désolé, mais il n'y a pas de correspondance possible. Mais Manuel Valls, vous avez passé une bonne nuit. Alors peut-être pas parce qu'il va faire chaud cette nuit, mais parce que demain, vous ne risquez pas de tomber. La motion de censure ne passera pas. On a même l'impression que c'est du théâtre. D'abord, puis-je vous dire que je suis heureux de participer à cette émission. Et
à cette première de la semaine avec Alain Duhamel, dont je vois que la pertinence des analyses, Il est très en forme. je me demande pourquoi il part. On se demande tous. Il est clair. Il partira pas complètement, il restera sur BFM TV, je vous rassure. J'ai bien compris. Une fois par semaine. Donc je n'hésiterai pas à revenir, quel que soit mon sort. Mais la situation politique, elle est impossible depuis la dissolution, en tout cas depuis les résultats de la dissolution. Ça a été vrai pour le gouvernement de Michel Barnier, c'est vrai pour le gouvernement de François Bayrou, qui souvent nous dit si on est là, c'est que ça doit être très difficile, c'est que ça doit être même impossible. Et pour le moment, contrairement d'ailleurs à ce qu'on dit, nous agissons là où c'est possible. Je le vois en tout cas. Écoutez, moi, en tout cas, le budget a été adopté grâce au 49.3, projet de loi de financement de la sécurité sociale aussi. Il y a une loi agricole, il y a une loi pour lutter contre le narcotrafic. Pour ce qui me concerne, j'en suis à ma deuxième loi pour reconstruire, fonder Mayotte, et on va engager. On va en parler, mais Emmanuel Vache, vous, par rapport à votre parcours, savoir que finalement votre destin est entre les mains de Marine Le Pen, ça doit quand même être un peu gênant. Oui, mais vous êtes encore ministre parce que Marine Le Pen le veut bien. Oui, mais à cause de qui, cette situation? Je veux dire, il n'y a pas que le Rassemblement national qui détermine sa stratégie. À cause des Français aussi. Ça, c'est le choix des Français. Mais le Parti socialiste qui dépose une motion de censure, alors que François Bayrou s'est engagé à présenter un texte sur les retraites, puisque c'est ça l'objet. Donc vous ne comprenez pas cette motion de censure? Non, je la comprends pas, parce que au fond, quand on suit l'analyse d'Alain Duhamel sur la crise des finances publiques majeure, vous avez parfaitement raison, la crise internationale, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, la crise démocratique, la crise politique qui mine notre système. Il y a toute l'Europe et toutes les grandes démocraties, mais elle est plus vraie encore dans notre pays, vu le rapport schizophrénique qui existe entre les Français et la politique. Le seul mot qui devrait s'imposer, c'est celui de la responsabilité. Quand on a été un parti de gouvernement, on suit peut-être ce que Lionel Jospin disait il y a encore quelques semaines. C'est-à-dire on ne participe pas au désordre. On peut s'opposer, on peut critiquer, on peut dire qu'on ne va pas approuver le budget, mais on ne participe pas du désordre, parce que ça sert à quoi? C'est un théâtre, puisqu'on dit même que on vote la motion de censure parce qu'on est sûr qu'elle ne passera pas. Et même un ancien président de la République l'a dit. Donc tout ceci est un théâtre, tout ceci est dangereux, tout ceci, avec tout ce qui se passe devant les yeux des Français, et c'est insupportable. Alors que précisément, on nous demande, faites ce que vous avez à faire, gérez le pays, répondez à un certain nombre de sujets, mais c'est là, si la motion de censure passait, elle peut passer au moment du budget. Ça crée des conditions d'une crise financière et politique majeure pour notre pays. Ça sera à l'automne. Oui, mais soyons attentifs à ce qui se passe. Et moi, au vu de mon expérience que vous aviez la gentillesse de rappeler, la seule chose que je peux faire, c'est d'appeler à la responsabilité de tous. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit effectivement François Hollande, un ancien président redevenu député, qui dit « Moi, je vote la censure à condition que le RN ne la vote pas ». Donc il sait très bien qu'elle ne passera pas. Et François Bayrou dit lui-même « C'est une blague ». Mais François Hollande, il est plus intelligent que les autres socialistes. C'est bien connu. Et c'est prouvé assez régulièrement. Il n'est pas pour une motion de censure. Il n'est pas pour que le gouvernement tombe. Ça sert à quoi? Les socialistes ont décidé de marquer le coup. Ils disent que c'est parce que Bayrou n'a pas tenu parole. Bon, en fait, il y aura un vote au moment de la loi de financement de la sécurité sociale. Il y aura un vote avec ce qui aura été décidé à propos des retraites, comme c'était promis. Avec des avancées significatives. Donc, il y aura un vote. Mais simplement, vous connaissez bien les socialistes, l'histoire des socialistes. Ils se sont battus pendant leur congrès. C'est l'aile gauche, comme souvent, qui l'a emporté, même si l'aile gauche est moins à gauche qu'elle ne le dit, mais enfin aussi à gauche qu'elle le montre. Bon, c'est l'aile gauche qui l'a emporté. Et maintenant, quel est l'objectif? En fait, le vrai objectif du Parti socialiste, c'est pas du tout la motion de censure. C'est les municipales. Pour l'année prochaine. Et pour les municipales, ils ont besoin de la gauche, ils ont besoin de Jean-Luc Mélenchon. Donc le congrès fini, après tous avoir dit du mal pique-pendre de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne du congrès socialiste, maintenant il se prépare. Je ne dirais pas que c'est la réconciliation, mais ça sera l'utilitarisme. D'accord. On a besoin de ces voix, donc on ferme les yeux et on les prend en pensant que ça sera réciproque. Bon, c'est pas de la très bonne politique. Et François Hollande, c'est sûrement pas ça qui l'intéresse. Et de même que ceux qui prendront peut-être
au moment du vote du budget, la responsabilité de rejeter le budget, donc de déclencher instantanément une crise financière. Je veux bien qu'on change de Premier ministre à ce moment-là. Je doute que ça améliore la situation financière ou budgétaire. Mais en tout cas... Donc Bayrou doit rester jusqu'en 2027. Je ne dis pas Bayrou doit rester, parce que d'abord, ce n'est pas moi qui le nomme. Ensuite, que moi, je ne suis pas dans sa majorité parlementaire. Bon, mais... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, sans en rajouter et sans faire de catastrophisme, parce que le catastrophisme, c'est ridicule, même si c'est assez largement dans le tempérament politique. Il faut de la stabilité, Alain Duhamel. Ben oui. Donc vous êtes d'accord avec ça, François Bayrou, il doit rester plus longtemps possible? Oui, parce que sinon, quelle est l'autre solution? On trouvera toujours quelqu'un. Non, c'est pas une question. Non, si on rejette le budget. Une nouvelle dissolution, mais il y a certains qui s'y préparent. On l'a connu à la fin de l'année dernière. Oui. On l'a connu avec la motion de censure qui a fait tomber Michel Barnier. Certains même appellent à la démission du président de la République. Parce que vous trouvez que c'est un succès, la dissolution? Donc on rajouterait du chaos au chaos, du désordre au désordre. Respectons les échéances. Il y a une élection présidentielle en 2027. Et d'ici là, je crois que c'est ce que demandent les Français. Mais pas le sentiment qu'ils soient actuellement très heureux des responsables politiques. Le rejet est profond. Mais déjà, ne créons pas nous-mêmes les conditions du désordre. Travaillons le mieux possible. D'ailleurs, une remarque a été faite. Faisons en sorte que les députés reviennent à l'Assemblée nationale pour travailler. Pour siéger déjà. Pour siéger, parce que je trouve que là, il y a aussi, je l'ai vécu sur un texte la semaine dernière. On va prendre un exemple. La réforme de l'audiovisuel qui devait être votée, qui a été votée, elle a été rejetée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde du bloc central pour soutenir cette réforme portée par Rachel Dati. Et le RN, à la surprise générale, a voté avec la gauche et finalement le texte a été rejeté. Mais le RN est à l'expérience, parce que ce n'était pas du tout le cas avant, assez bon tacticien, et il a compris tous les handicaps de la non-majorité actuelle. Et donc, évidemment, il en joue dans ces cas-là. Il en joue à propos de cette loi. Une bonne nouvelle qu'elle soit rejetée? Parce que vous avez travaillé dans le public. Alors, moi, oui, je suis un des derniers survivants de ceux qui ont travaillé à l'ORTF. Eh oui, il faut rappeler ce que c'était l'ORTF. C'est-à-dire que pour le coup, c'était une organisation unique de tout l'audiovisuel public. Alors, il faut reconnaître que sur le plan culturel, il y avait des choses pas mal, que sur le plan ludique, les émissions de variété, etc., c'était pas mal. En ce qui concerne ce que moi je vivais, c'est-à-dire l'information, c'était l'horreur. Vous craignez le retour de l'ORTF avec cette réforme? En tout cas, il s'agit de faire une holding de tout le service public. Je prends un exemple précis là, qui est prévu dans le projet. S'il y a, comme c'est dit, un directeur de l'information pour l'ensemble, qu'est-ce qu'il sera? Un bras politique, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit d'autre? Ah oui, carrément. Mais bien entendu, mais c'est à l'époque de l'ORTF que j'ai connu, c'était ça. C'est pour ça que Jacques Chaban-Delmas à l'époque et Pierre Desgroupes, qui c'est à la tête de la 2, dans leur genre, ont été des héros à qui d'ailleurs on l'a fait payer cher, et l'un et l'autre. Alors on va fermer cette parenthèse, mais Manuel Valls... cette parenthèse, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Bien sûr, et l'actualité de Manuel Valls, c'est que c'est mercredi qu'Emmanuel Macron va réunir les acteurs politiques et économiques de la Nouvelle-Calédonie pour un sommet destiné à sortir de l'impasse, puisque, rappelons-le, ce territoire a été... profondément marqué, blessé par les émeutes, ces violences d'une ampleur inédite en 40 ans. Il paraît qu'entre Emmanuel Macron et vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'avons pas d'autre choix, celui d'être sur la même longueur d'onde. Parce que sur la Nouvelle-Calédonie, il faut trouver une solution. Et pourquoi on n'y arrive pas là? Parce que c'est compliqué. D'abord, vous avez raison de rappeler, il y a eu 13 morts. Plus de 2 milliards de dégâts d'entreprises, de commerces brûlés, d'équipements publics aussi saccagés, le sentiment d'un retour en arrière par rapport à ce que Michel Rocard et Lionel Jospin ont réussi respectivement en 1988 et en 1998, et parce qu'il faut concilier deux aspirations contradictoires, celle de rester dans la France pour la Nouvelle-Calédonie et celle d'une aspiration à une souveraineté pleine et entière. Moi, j'ai réussi au début de l'année à faire en sorte que tout le monde se parle de nouveau, avance, négocie, et sur la base de ce socle, nous allons pouvoir, je l'espère, à partir de mercredi, d'abord avec le président de la République, puis ensuite avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques, travailler à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai
encore bon espoir. Je pense que le dialogue n'est pas rompu. Tout le monde va être autour de cela. Et s'il y a un accord, le rôle du président de la République, de ce point de vue-là, est prédominant. Il faudra une réforme constitutionnelle, institutionnelle et aller plus loin. Donc je crois que l'accord est possible, que tout le monde est conscient que la situation est extrêmement fragile, périlleuse, et que sans accord, on ne peut pas rebâtir ce territoire d'un point de vue économique et social, et qu'il y a les germes toujours d'une explosion sociale. Donc moi, je suis concentré pour réussir cet accord. Mais Manuel Valls, c'est 6 mois quand même face à des crises. Hein. Il y a Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles avec le problème du trafic de drogue. Majeur. Oui, mais en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'on a eu le sentiment avec Manuel Valls qu'on essayait de recommencer ce qui avait été fait sous Rocard et sous Jospin, que j'avais suivi de près à cette époque-là, et qui était l'apprentissage dans le drame, mais l'apprentissage d'un dialogue. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que, par exemple, Djibaou, le fils, donc qui est le chef de file de la majorité des Kanaks, a un esprit positif et un esprit de coopération. C'est pas du tout un irresponsable ni un violent. En revanche, quand on écoute notamment, je ne veux pas le citer, mais un député théoriquement de l'actuelle majorité qui représente les Caldoches, les Français d'origine métropolitaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se comporte plutôt comme un incendiaire que comme un pompier. Et ça date pas d'il y a 6 mois, ça date encore des derniers jours. Mais je suis d'accord, d'après ce qu'on me disait encore aujourd'hui même, c'est pas du tout désespéré, il y a une majorité de responsables de la population, je ne sais pas, mais de responsables des deux côtés qui ont envie d'arriver à un accord et qui savent surtout que s'il n'y a pas d'accord, ça peut être effectivement une catastrophe absolue. Donc, il y a des chances que ça marche. Mais pour que ça marche, il faut que des deux côtés, c'est-à-dire les Caldoches et les autres, il faut trouver une solution. Et évidemment, on se heurte toujours au problème de la représentativité du corps électoral, et en particulier du fait que les Kanaks ont peur d'être mis en minorité démographique progressivement, pas par les Caldoches, mais par des arrivées de gens venus de l'Asie et qui sont de plus en plus nombreux. Et ça complique terriblement les choses, parce que ce qu'ils veulent, c'est trouver un système, ce qu'on appelait souveraineté-association, dans lequel il y a des liens avec la France, dans lesquels la France remplit certaines fonctions acceptées par les Néo-Calédoniens, mais avec des communautés qui se supportent et qui coopèrent. Aujourd'hui, le fait que le nickel soit devenu une catastrophe locale, que les emplois soient effondrés, que les violences n'aient pas été remboursées dans les consignes, bon, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est tellement dangereux que je crois qu'ils finiront par être responsables. Les liens avec la France seront toujours là, parce que dans ce Pacifique, on a besoin de la France pour la monnaie, pour la défense, pour la sécurité, pour la justice. Mais c'est à 17 000 kilomètres. La Calédonie a déjà beaucoup d'autonomie. Mais il faut trouver cette voie, et peut-être en effet, je suis convaincu que la majorité de la population veut cette paix, et que cela pèse sur les acteurs politiques qui seront autour de nous à partir de mercredi. Il nous reste 1 minute, même pas. Un mot sur Alain Duhamel, puisque donc, vous inaugurez cette semaine exceptionnelle, les derniers face à Duhamel au quotidien dans BFM Story. Pourquoi venir débattre avec Alain Duhamel ? Mais j'allais le dire, mais je ne veux pas être désagréable avec lui. C'est parce que quand je regardais la télévision qu'il évoquait tout à l'heure, il était déjà là. Mais plus sérieusement, je pense qu'on est dans un moment, ce que je veux dire, je ne suis pas sûr que malheureusement cela s'impose encore. Mais on a besoin, c'est vrai pour les responsables politiques, mais aussi pour la presse et pour le commentaire, on a besoin du professionnalisme du journaliste. On a besoin de l'analyse raisonnée. Des références aussi. On a besoin des références. On a besoin d'aller chercher la base de l'information. Et au moment où tout va tellement vite, et où il faut décrire le monde tel que nous l'analysions il y a un instant, ou la situation politique dans notre pays, précisément, le succès d'Alain Duhamel, c'est que dans la continuité, dans le temps, il y a une constance. Après, on est d'accord, pas d'accord, il peut se tromper ou pas, mais peu importe. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça peut arriver, mais ça nous arrive à tous. Mais il y a cette constance, ce sérieux. Au fond, moi, je crois toujours dans la démocratie et dans la raison.
Et cet esprit de raison, même si aujourd'hui il est secoué par le trumpisme et par le populisme, cet esprit de raison, il l'incarne, et il l'incarne toujours avec vivacité, intelligence et culture. Ça manque parfois, mais avec lui, on retrouve ses qualités. Alain, vous avez passé des années à commenter les politiques. Maintenant, ce sont les politiques qui vous commentent. Écoutez, c'est l'âge. Et ça va continuer parce que c'est une semaine exceptionnelle. Je rappelle ce rendez-vous un jeudi. C'est le Premier ministre François Bayrou qui sera face à vous, Alain. Merci Alain, merci Manuel Valls. Merci, très heureux d'avoir été avec vous.